Bonjour à tous, on se retrouve pour notre sixième et dernier CQFR de la semaine, celui où on répond à toutes vos questions que vous nous avez envoyées sur la boîte mail cqfr.reverse@gmail.com. Donc avec Shai, on va se charger, en tout cas essayer au mieux de donner des réponses précises et justes et pas dire trop de conneries. C'est surtout ça l'objectif pour nous le samedi. Et pour ça, il y a Théo avec nous. C'est Théo qui sélectionne et qui va nous poser les questions. Ouais, salut à tous, merci encore une fois pour toutes les questions que vous avez envoyées. Je voulais aussi à nouveau vous remercier pour les retours que vous nous faites, que ce soit sur les MOOC ou sur les podcasts qu'on vous propose. Voilà, on est une toute petite structure, comme vous le savez, vous n'avez pas idée de la force que ça nous donne de lire vos messages. Donc voilà, je vais commencer par un petit message de dédicace à vous tous. Et l'autre chose que vraiment j'apprécie, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à essayer de me soudoyer dans les questions pour que votre question passe. Donc n'hésitez pas à envoyer de l'argent maintenant. Ça, ça sera toujours le bienvenu. Et je vais commencer par, il y a deux questions sur le hit, forcément. L'une de Ghislain qui dit notamment, voilà, petite question sur Miami pour faire plaisir à Théo. Pensez-vous comme moi que le move pour Rosier est un bon choix pour Miami? Apport scoring plus création intéressante notamment. Pensez-vous que l'association avec Tyler Hero peut être compatible avec deux joueurs qui ont désormais besoin du ballon ou faut-il en faire sortir un du banc et si oui, lequel? Et je me permets d'enchaîner avec la question de Michael qui est aussi sur la même thématique. Michael qui nous dit le trade de Miami pour Rosier me donne une sensation bizarre. C'est clairement un upgrade par rapport à Laurie mais qui est rincé, mais pas suffisant pour placer Miami dans le premier chapeau des favoris. Est-ce un panic move entre guillemets après avoir loupé Lillard, Holiday, Siakam et peut-être Murray? Là, je sais pas lequel c'est du coup Des gens de Temeray. déjanté bien sûr. Ou est-ce un premier move qui en appelle un deuxième? Pourquoi ne pas proposer un trade à Portland, Duncan Robinson plus Jovic, plus Kevin Love, plus un premier pick pour Jeremy Grant? Donc voilà, question un peu large autour du trade de Terry Rozier. Alors, pour la première question, on y a répondu en partie dans le C'est ce que j'allais dire, CQFR ouais. d'hier. Après la défaite de Miami, la cinquième défaite de suite de Miami, Miami qui s'était fait corriger par Boston 143-110, avec justement, voilà, moi je trouve, évidemment l'échantillon est faible et c'était seulement le deuxième match de Rosier, c'était son premier match en tant que titulaire, il manque Raquez, donc c'est une analyse très partielle, mais sur les profils, sur la complémentarité des profils, j'ai un peu peur que Rosier, Hero et Butler ensemble dans le 5, ça puisse pas marcher parce qu'on a quand même trois joueurs qui ont vraiment besoin de la balle. Alors Tyler Hero est un bon shooter, Terry Rozier aussi, mais c'est quand même des mecs dont le principal aspect de leur jeu, comme Butler, c'est d'avoir le ballon entre les mains pour créer, que ce soit pour eux ou pour les autres. Moi, je pense qu'effectivement, il faut en sortir un du banc. Je pense que Terry Rozier va sortir du banc. Euh, Parce que j'ai l'impression que Tyler Hero, il est au stade où tu peux plus le faire sortir du banc. Il est vraiment dans la phase ascendante de sa carrière. Il est de plus en plus fort. Il en est presque, je pense qu'il en est en partie sous-coté par rapport à tout ce qui s'est passé cet été, la vision qu'on avait de Tyler Hero. Je pense que c'est pas un joueur unidimensionnel. Peut-être qu'un jour, son rôle plus tard, ça sera effectivement d'être à nouveau un sixième homme en sortie de banc parce qu'on se rend compte qu'il n'a pas passé le cap au playmaking ou qu'il est encore trop fiable en défense ou des choses comme ça. Mais là, j'ai l'impression qu'il est quand même plus proche d'être une star que d'un sixième homme à l'heure actuelle, parce que forcément il est jeune, il est encore frais, etc. Et du coup, je me dis, ça peut pas coller. Je suis même pas sûr que lui ait envie de sortir du banc. Enfin, je suis quasiment sûr qu'il n'ait pas envie de sortir du banc. Et du coup, je suis pas sûr que ça marche, qu'il puisse vraiment avoir le rendement, comment dire, la motivation nécessaire pour accepter maintenant un rôle de sixième homme. Alors peut-être que Est-ce qu'il est plus proche, ce que tu dis, enfin ce que tu disais, est-ce qu'il est plus proche du rôle d'une star à Miami ou ailleurs? Parce qu'à Miami, je le vois pas devenir une star. C'est un très bon joueur, on l'a vu déjà, hein. Mais, mais je pense aussi comme toi qu'ils peuvent pas, enfin, ils vont pas aligner tout le monde ensemble. Et je pense aussi que Rosier est le meilleur profil. Et je garde en tête la possibilité qu'à un moment, si ça fonctionne pas, peut-être pas là cette année, ou alors il faut que ce soit vraiment la cata d'ici la deadline. Et Hero reste un asset intéressant pour un futur trade quand même. bien Mine de rien. sûr, bah ça va sur la deuxième partie, sur la deuxième question. Oui, je pense que je trouve que c'est un bon move. Et je trouve ça quand même, par contre, bizarre d'avoir lâché quand même un premier choix pour Rosier sur une année où moi je trouve qu'en fait Terry Rosier, ça leur fait pas effectivement, ça les fait pas rejoindre le chapeau des favoris. Je continue de penser que Miami, vraiment leur plafond, c'est un second tour de playoff. Et s'ils finissent pas dans le top 6, moi je suis pas convaincu qu'ils battent à nouveau Boston ou Milwaukee sur une série de playoffs. Bon, on Vous le verra. voyez pas, mais Théo a la petite veine qui sort là. Ouais, ouais, évidemment. Et alors, Philadelphie, c'est différent, mais
parce qu'ils ont Bam Adebayo. C'est ce qui me mettrait en confiance sur un duel. Et ils ont évidemment Jimmy Butler qui affronte les Sixers. Mais je pense qu'ils ont intérêt quand même à finir assez bien placés. Ils ont encore le temps. Mais du coup, oui, je les vois pas dans le truc des favoris. Rosier, pour moi, les met pas dans ce chapeau-là. Par contre, effectivement, c'est quand même un renfort. C'est mieux que Kyle Lowry. Donc, il y a une progression certaine. Mais tu as lâché un pic. Tu es déjà léger en pic. Tu as lâché un pic. Est-ce qu'il y aura vraiment un autre move? Je pense que ça serait peut-être pas forcément avant février ou alors d'ici là, ça serait un move mineur. Mais oui, je suis d'accord avec toi, Shai. Je te laisse la parole là-dessus. Il y a sans doute la possibilité que Tyler Hero, à un moment, soit transféré. Moi, j'aurais quand même tendance à dire que, bon, là, forcément, on analyse un peu froidement parce qu'ils ont des difficultés en ce moment. Mais on a généralement fait confiance à Eric Spoelstra pour trouver les bonnes formules, les bonnes combinaisons entre joueurs pour que ça fonctionne. Et je pense qu'à un moment, ils vont y arriver. Et que du coup, là, l'arrivée de Rosier, quand il sera vraiment intégré à l'équipe, là, ça fonctionnera à plein. Et je pense que je garde mon opinion sur des derniers jours où on en a parlé. Je pense que Miami, tu peux pas les exclure de la course au final. On l'a trop fait par le passé. On n'a pas été assez méfiant, pas été assez confiant envers eux. Et je pense que avec un Butler en playoff, Adebayo qui monte en puissance, alors Jaquez est important. Du coup, là, on le voit, là, son absence fait mal. Et je garde toute confiance en Eric Spoelstra. Je dis pas qu'ils vont le faire, mais je peux pas les mettre de côté. Allez, j'enchaîne une question. Il y en a deux, mais je vais vous les poser l'une après l'autre concernant la perf de Joel Embiid et de ses 70 points. Pardon. Donc, Nicolas nous dit, à propos des 70 points d'Embiid, j'ai vu des titres parlant du retour des pivots, mais ces performances ne sont-elles pas plutôt le signe de la disparition des vrais pivots à l'ancienne, ce qui explique aussi la réussite de Rudy Gobert, qui est plus un pivot défensif à l'ancienne? C'est la marotte d'Antoine, un peu ça, la disparition des pivots et tout ça. Enfin, le fait que c'est compliqué de gagner un titre avec un pivot traditionnel, parce que Jokic vient de gagner avec Denver, mais on est sur une période un peu charnière. C'est curieux parce que les pivots à l'ancienne, évidemment que tu peux pas baser tes succès là-dessus, mais il reste des anomalies ou des extraterrestres comme Embiid et Jokic, plus forcément un gars comme Wembanyama qui arrive, qui a un intérieur. Alors au gabarit à l'ancienne, il y avait des mecs très très grands déjà à l'époque, mais c'est une période compliquée. Est-ce que les pivots disparaissent Les pivots à l'ancienne, oui, c'est obligé. Maintenant, on attend des pivots pour qu'ils soient considérés comme élites, qui sachent faire autre chose qu'être des rim runners et de protéger la peinture. Mais et je dis ça, je vais me contredire parce que Rudy Gobert a encore clairement sa place dans une NBA actuelle. On le voit, il va peut-être être encore élu meilleur défenseur. C'est un joueur absolument fondamental pour Minnesota. Mais je sais que c'était un sujet que tu aimais bien, Antoine, de base, sur le fait que c'était compliqué de miser sur un pivot. Ouais, mais c'est pas tout à fait pareil là. Du coup, en fait, là, pour le coup, la question, ça fait partie d'un sujet qui, moi, je trouve, qui est un faux débat, la disparition des pivots. Les pivots n'ont jamais disparu, en fait. C'est un résumé trop simpliste, je pense, de la situation. Oui, les pivots. En fait, le jeu a évolué, donc les positions, elles ont évolué aussi. Le jeu, le basket ne se joue plus de la même manière que dans les années 90, pour reprendre l'âge d'or des pivots, où là, effectivement, on avait Hakeem Olajuwon, Patrick Ewing, etc., David Robinson. Et l'idée était absolument de drafter des pivots. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a plein d'arrières qui ont été draftés derrière des pivots. On pense même, enfin, c'était le truc de se dire, on se trouve son big man de 7 pieds qui va être technique, qui va être costaud, qui va être massif. Et puis après, il y a eu Michael Jordan, donc on a cherché plein d'arrières scoreurs et ainsi de suite et ainsi de suite. Puis on a eu des meneurs. En fait, le jeu évolue et les positions ont évolué. On est dans une ligue où, oui, par contre, je pense que c'est compliqué de se construire autour d'un pivot parce que la ligue appartient plus que jamais aux mecs qui ont la balle entre les mains. Mais tu as des gars comme Jokic qui font bouger les lignes. Et forcément, un Jokic, il fait naître d'autres joueurs derrière. Voilà, il y a des mecs qui prennent exemple sur Jokic, et puis tu te retrouves avec un Alperen Sengun, Domantas Sabonis a lui aussi son rôle. Il y a des bons pivots, il y en a tout le temps en fait. Il y en a toujours eu. Il n'y a pas eu une époque où il n'y avait pas de bons pivots, juste que les rôles ont évolué. Et du coup, ce débat un peu sur la disparition des pivots, moi, je ne le comprends pas. Je le trouve le terme est trop simpliste en fait, je trouve. Allez, j'enchaîne avec une autre question autour de Joel Embiid et de ses 70 points. Pierre qui nous demande, est-ce qu'on peut penser que Joel Embiid semble encore plus inarrêtable que le prime Shaq? Oula. Pareil, comparaison d'époque, de génération, mais non, enfin,
Après, moi, dans ma mémoire, le Prime Shaq, il a détruit tellement d'équipes que j'aimais et que j'aimais moins, hein, peu importe, mais le sentiment ouais, la puissance dégagée et la domination, c'est très différent. C'est des joueurs différents de toute manière. Mais alors, il a le côté volumineux et qui est imposant, Embiid quand même s'il est technique, qui sait faire plein de choses. Mais moi, non, je peux pas signer ça. Je peux pas dire que par rapport à Prime Shaq, il est au-dessus, quoi. Moi, pareil, impossible. Prime Shaq, il était inarrêtable. C'était impossible. Tim Duncan, il a rien pu faire contre Prime Shaq. À partir de là, on parle peut-être du meilleur défenseur de l'histoire ou d'un des meilleurs défenseurs intérieurs de l'histoire, qui est aussi l'un des meilleurs joueurs de l'histoire et qui, en plus, à ses côtés, pendant un moment, avait David Robinson, lui aussi un des meilleurs joueurs et meilleurs défenseurs de l'histoire, et ils n'ont rien pu faire contre Prime Shaq. Personne ne pouvait rien faire contre Prime Shaq. Par contre, ça rejoint la question d'avant. C'était aussi un autre basket, une autre ligue, beaucoup plus de jeux demi-terrain, de basket plus lent, moins de 3 points. Est-ce que si Shaq, tu vois, c'est impossible, parce que si Shaq avait joué à cette époque, s'il était arrivé aujourd'hui en NBA, Shaq, il aurait joué différemment, en fait. Il n'aurait pas été le même Shaq. Mais si on prend juste, on décide, ok, on fait un micmac, comme on aime faire, on invente des choses. On prend le Shaq des années 2000, on le met dans une équipe, là, ça sera une équipe forte, hein. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il y a un moment, ils vont le faire courir pendant 48 minutes. Je te dis pas que du basket small ball va forcément le faire gagner, mais si tu as ne serait-ce qu'un mec en face, toi, qui est grand aussi, mais qui est capable de courir plus que le Shaq des Lakers, qui est capable de courir, qui du coup va essayer dans la mesure du possible de limiter la casse, et derrière tu fatigues Shaq en courant, en mettant plein de 3 points, bah, théoriquement, à un moment, tu peux gagner des séries contre le Prime Shaq dans cette NBA actuelle. Après, c'est un gros micmac. Il faut inventer, il faut imaginer, etc. Et c'est peut-être le défaut d'Embiid, et ça rejoint du coup ma position sur c'est dur de gagner avec un pivot en première option. Mais même le Shaq d'Orlando, les gens ont oublié, c'est un délire total ce qu'il était capable de faire. Alors, il était plus jeune, mais moins massif peut-être, plus affûté, mais plus jumpy. C'était un truc de malade. Bon, voilà, les époques sont différentes, mais les deux versions de Shaq, elles sont incroyables. De toute façon, c'est un des meilleurs joueurs c'est un des meilleurs joueurs et un des joueurs qui ont été les plus dominants, quoi. C'est ironique, mais le Shaq du début et le Duncan, je suis toujours sur Duncan Robinson, et le David Robinson du début de carrière, chacun leur début de carrière aurait sans doute été, enfin, ils auraient été exceptionnels à n'importe quelle époque, mais ils auraient été parfaits. Ce profil-là aurait été parfait dans la NBA actuelle. Le Shaq qui court et qui est athlétique, là, ça aurait été absolument insane, le Shaq du Magic dans la NBA d'aujourd'hui. Allez, autre question, j'aime bien parce que maintenant les gens essaient de vous piéger aussi et essaient de vous coincer tous les deux. Voilà ce que nous dit Nico. Donc Antoine a aujourd'hui perdu le prénom du meilleur marqueur du match Miami-Memphis et du coup sanction. Donc ça remonte, c'était à 2-3 jours. Citez à tour de rôle un joueur évoluant en NBA cette année. Il faut donner donc son prénom et sa franchise, mais dont le nom de famille est Williams. Oi, oi, oi. Le premier qui sèche perd. Alors, on va commencer. Allez, je vais donner l'avantage à Shai, vu que c'est à cause d'Antoine que vous vous retrouvez dans cette galère. À toi, Shai. Donc, je commence avec un Williams. Bon, alors Jalen Williams, J-A-L-E-N d'Oklahoma City. Ok, moi, je vais dire Jalen Williams avec J-A-Y-L-I-N Williams d'OKC aussi. Ok. Ensuite. Je vais très vite sécher. Hein. Ah oui, moi aussi. À une époque, il y en avait plein, mais attends. Il y a Vince Williams Jr. de Memphis, toujours. C'est donc celui qui avait oublié Antoine. Très bien joué. Du coup, je vais dire GG Williams de Memphis. Mais non, c'est J.J. Jackson. Ah Et voilà, Antoine, donc. Je commence à réfléchir, j'en avais plein, là. Il y avait Zaire Williams à Memphis. Et oui, Zaire Williams à Memphis. Allez, on voit pour voir combien vous pouvez en trouver. Il y a Grant Williams à Dallas. Bien vu. Il y a Kesson. Ah non, c'est Wallace. Oh là, je me suis rattrapé à temps. Il y a Robert Williams, du coup, à Portland. T'es meilleur que moi. Absolument. Il y en a deux. Tu as toute la liste, toi? Oui, je les ai sous les yeux, là. Donc, je les note. Attends, il n'y a plus. Lou Williams, c'est fini. Il y a Zion Williamson. Bonne douille, bien tenté. Non, j'en ai plus, je pense. Hein. Donne un indice. Encore 1, 2, 3. Il y en a un à Chicago, vous devriez trouver. À Chicago. Patrick oui, Patrick Williams. Williams. Patrick Williams. Bien vu. Allez, je vous donne les équipes sinon dans lesquelles il reste des Williams pour vous mettre sur la piste. À OKC, il y en a un troisième. Il y a un troisième, un mec fictif.
Attends. Attends, Il à y a part les Jalen, Pistons, Jalen et. bah franchement, Je vais mettre un timer. Bip, bah non, bip. vas-y, hein, mais Moi, je l'ai pas. je l'ai pas, le troisième de question. Kenrich Williams. Ah là Ah là, oui, oh là, putain, mais c'est c'est vrai. honteux. Ouais, celui-là, ouais. Si je vois qui c'est en plus. À Dallas, il y en a un deuxième. À Dallas, il y en a un deuxième. Ah, c'est un fiasco, je suis complètement là, mais ça à Il y a part un grand deuxième à Dallas. Ouais. Il joue pour de vrai, genre il a du temps de jeu. Je vous donne la liste Bah, que me non, fournit attends. Nico. Je me base uniquement sur ce qu'il nous a envoyé, mais ça me semble juste c'est la liste de selon NBA.com. Mais alors, est-ce qu'il a du temps de jeu cette année, le gars? Je vois pas à Dallas. Attends. Brandon Williams. Ah, Brandon Williams. Allez, Je vois pas lui. il en reste deux. Un que vous pouvez trouver à Charlotte. C'est leur big man qui fonctionne. Ah, Mark Williams. Ah oui, Mark Williams. Mark Williams. Mark Ouais. Williams, absolument. Et le dernier à Houston. Je sais pas si vous allez le trouver celui-là. Attends, dans les jeunes, ils sont qui dans les jeunes? À Houston. Je sais pas. Moi non plus, hein, je l'ai pas, je pense pas. Allez, me c'était regarde un Nate Williams à Houston. Je vais pas. J'aurais pas trouvé non plus. Allez, merci en tout cas, c'est très bien ce type de questions. N'hésitez On pas à était nous très envoyer mauvais. des défis et des quiz comme ça, c'est une très bonne idée. Merci d'exposer nos lacunes. Bon, là, c'était dur, hein, de toute façon. Franchement, On a été Kenrich, très vous auriez mauvais. pu. Ah, Kenrich Kenrich et Marc, je pense que vous auriez pu trouver. D'ailleurs, c'était un petit peu dur. Allez, Ouais. une question de Nicolas au sujet des Lakers. Comment expliquez-vous la hype permanente autour des Lakers? Même si je suis d'accord avec Public Enemy, Don't Believe the Hype, très bonne référence. Parce que si c'est pour la ville, pourquoi y a-t-il aussi peu d'engouement pour les Clippers? Surtout maintenant qu'ils ne sont plus la risée de la NBA. Si c'est pour les titres, Boston en a autant et les a eu avant et toujours dans la même ville. Alors certes, l'attractivité de la Californie et de la ville ont permis d'attirer de gros joueurs, Jabbar, Shaq, LeBron, mais justement, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Oui, je suis un peu un hater. Un petit peu. Comment expliquer ça? Bah, C'est un mix de tout. C'est vraiment un mix de tout parce que c'est voilà. Showtime, c'est Hollywood, c'est Magic Johnson, c'est les superstars qui sont passés, c'est les titres, c'est la ville, c'est le climat, c'est le nombre de mecs qui sont originaires de là-bas. C'est quand même un marché beaucoup plus grand que Boston. Par contre, C'est les un Clippers, ensemble de tout. ouais, les Clippers sont un peu plus attirants quand même ces dernières années. Ils arrivent là, ils se sont fait un projet entre Californiens. C'est quand même, enfin, ça reste attirant en tant que franchise de Los Angeles. Avant, c'était un peu estampillé franchise de la loose, parce que c'est aussi ça, c'est aussi la franchise des Lakers. C'est-à-dire que avec Buss, ça, il y a tout le côté Showtime, Payet et qui est aussi entré en ligne de compte. Et après, pour l'histoire, je pense qu'il y a des joueurs qui aiment bien le côté historique aussi. Ouais, c'est vraiment un cocktail de tout. C'est peut-être. Enfin, je veux dire, tu prends la ville, il y a plein d'Américains et même de non-américains qui aiment Los Angeles. Hein, le climat. Comme le Real Madrid au foot, au final. Ouais, c'est ça, je pense. Pourquoi Madrid et pas le Bayern Munich ou Manchester United? Tu vois, c'est un ensemble de choses. Si t'as grandi ouais, tu vois, ouais, voilà, ouais, j'ai pris 3 villes exprès, tu vois. Si t'as grandi en tant que fan de Kobe, si t'as grandi en tant que fan, il y en a qui ont grandi en tant que fan de Magic. Après, oui, vaincre sans, je suis d'accord avec le vaincre sans gloire, mais bon, le vaincre sans péril, pardon. Sans péril. Je suis encore sur les Williams. Reposez-moi la question dans 2 minutes. C'est un truc avec les Lakers qui m'a souvent agacé, c'est le côté c'est pas grave, on va pas se faire chier à reconstruire patiemment avec des bons choix sur la durée, parce qu'on sait qu'à un moment il y a un free agent costaud qui va vouloir venir. C'est un peu voilà. Je comprends comment ça fonctionne, et peut-être que si j'étais joueur je fonctionnerais pareil et que je serais attiré par la franchise que sont les Lakers, mais c'est un peu voilà. Allez, on enchaîne avec une autre question concernant un ancien joueur des Lakers. Non, un ancien et un actuel joueur des Lakers, pardon. Question envoyée par Greg. Quel GM sera le pigeon qui va se faire avoir par les perfs de D'Angelo Russell sur les 7 derniers matchs? Bonne question. Est-ce que c'est pas Rob Pelinka en disant qu'il finalement il va rester parce qu'il est bon? Faut réfléchir à quelle équipe a besoin d'un meneur, en fait. Je pense que Chicago est susceptible de tenter un truc. Mais je dis pas qu'il finira à Chicago, mais voilà, les équipes à la recherche d'un meneur, même les Nets. Hein. Les Nets. Ils ont un bon souvenir avec lui en plus. Enfin, ça a été son meilleur niveau, je pense quand même.
Est-ce que les Hornets veulent tenter un backcourt catastrophique en défense, D'Angelo, Lamelo? Je pense pas, mais bon, il faut regarder. Ce qui me ferait peur, je veux surtout pas que ce soit Orlando qui fasse ce move. Ah, moi aussi, je l'ai vu et j'en veux pas non plus. Ouais. Ça me chatouillerait. Après, là, la question sur qui va se faire pigeonner, tu te fais pigeonner si tu lâches beaucoup. Enfin, faut pas le surpayer. Si tu ne le surpayes pas, c'est un bon joueur de basket, D'Angelo Russell. Il a plein de qualités, il faut pas lui enlever ça. Après, si tu le prends juste pour parce que tu as l'impression que ça va être ton deuxième gars qui va s'épanouir chez toi comme il n'a pas pu s'épanouir aux Lakers ou aux Warriors, non, c'est une mauvaise idée. Donc, faut pas sacrifier trop de pics si c'est un pari qui coûte pas cher, je pense que quelle que soit l'équipe, tu peux en joueur de complément, il n'y a pas de souci. Ouais. Bonne réponse de votre part, effectivement. Ça m'a fait rire. Au début, je rigolais, Antoine, quand tu as dit faut voir quelle équipe a besoin d'un meneur. Mais du coup, je me dis maintenant, il ne faut pas qu'il prenne D'Angelo Russell sans besoin d'un meneur. Mais c'est une autre question. Allez, j'enchaîne avec une question d'Azedine. Alors, c'est pas tant pour la thématique, c'est plus pour la formulation de la question. Parce que je pense que vous y avez déjà répondu en partie cette semaine dans le CQFR. Donc, Azedine nous dit je viens d'apprendre que les Milwaukee Bucks avaient licencié leur coach. Et qu'est-ce que je vois? Le move de l'année, qui pour succéder à leur coach? Le plus grand choker et accessoirement le coach le plus survendu de l'histoire, ce bon vieux Doc Rivers. Ce type n'a plus atteint une finale de conférence depuis 2010. À l'époque, j'étais au lycée en première. Sam Cassell avait à peine arrêté le basket et sans doute que Shai avait encore des cheveux. De quel cerveau a pu naître cette idée de génie et que voyez-vous pour la suite en playoff? Ouais, on en a pas mal parlé, Doc Rivers, mais je suis en train de me demander si ça peut pas marcher sur... marcher. Déjà, qu'est-ce qu'on considère comme une réussite là? C'est-à-dire que s'ils vont... titre. Ouais, donc s'ils ont que le titre. Ah ouais, c'est dur. Bah ouais, ou la finale NBA à minima. Ils ne peuvent pas viser autre chose. Oui, s'ils perdent en finale de conférence, c'est un échec. Du coup, s'ils perdent contre Boston, une série en 7, c'est un échec. Giannis, il dit il n'y a pas d'échec. Mais oui, c'est un échec, ils visent le titre. Lillard, ces années, elles sont limitées maintenant. Ouais, c'est vrai. Ouais, donc la pression max sur Doc, je sais pas si c'est une bonne chose, mais qu'est-ce qu'on en pense? On en a pas mal parlé, mais oui, ça fait un peu, ça fait recycler. Est-ce qu'en 2024, c'est encore un coach élite? Je veux dire, il l'a été un moment, on en rigole, mais ça a été quand même un mec qui a fait des choses. Hein. Il y a le côté de choc, le mec il perd des séries en menant 3-1, et tout le monde est responsable sauf lui. Il trouve toujours des bons moyens de détourner l'attention sur ses propres responsabilités. Et après, voilà, franchement, je pense que c'est possible qu'ils soient performants. Ils étaient deuxième de la conférence avec des dysfonctionnements en interne. Ça passait pas du tout avec Adrian Griffin. Les mecs, au match d'après, ils ont fait la danse d'appui. Ils le font à chaque match. Ouais, bon, ok. Mais, mais on en parlait avec Théo. Quelle terrible opération de com de l'avoir mis en avant le jour où le lendemain après avoir viré ton coach, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, moi, là, pour répondre à la question de qui est le cerveau, moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui a motivé les Bucks à miser sur Doc Rivers pour aussi longtemps. En fait, on en parlait avec Théo à un moment là en off. Comment tu peux penser que Doc Rivers il va changer des choses alors que ton effectif il n'est pas parfait? Pourquoi dans ce cas-là tu dirais que tu te jettes sur le premier coach libre et tu lui files 50 contrats, 40 millions alors que tu as déjà Budenholzer sous contrat, que tu as maintenant Griffin qui est sous contrat, que tu as nommé 8 mois plus tôt? Pourquoi tu vas chercher ce mec? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gars suivent la NBA? Est-ce que tu as capté que ce coach qui a quand même entraîné le plus de talent peut-être de toute l'histoire, à part le coach des Celtics et des Lakers et peut-être Pat Riley, qu'est-ce que tu vas chercher Doc Rivers? Il s'est planté toutes les dernières années avec ses équipes de stars. Il a un problème pour s'ajuster en playoff. Il a des limites tactiques. Alors si derrière tu lui donnes effectivement, s'il y a des moves, des trades, sauf que les Bucks n'ont peu de valeur n'ont peu de valeur marchande, et que tu lui trouves des super assistants sur l'aspect purement basket, ouais, pourquoi pas, mais on a vu, même avec les stars, on a vu des limites. Kawhi et Paul George, ils ont été beaucoup plus investis avec Tyronn Lue qu'avec Doc Rivers. James Harden, il pouvait plus piffrer Doc Rivers. Joel Embiid, il est à fond derrière Nick Nurse. Donc, quelle star? Je suis même pas sûr que Chris Paul et Blake Griffin lui adressent encore la parole. Franchement, mais quelle superstar encore maintenant est très proche de Doc Rivers? Moi, je capte pas le move et j'aimerais bien savoir de qui ça vient. Ça m'intrigue. Et oui, on verra. Peut-être qu'au talent, ils iront loin, ça, j'en doute pas. Et puis, s'ils gagnent, tant mieux. Doc Rivers nous aura donné tort, mais
je suis d'accord sur le côté survendu. C'est un coach survendu. Il a quand même eu des équipes incroyables. Et maintenant, juste un truc, si vous voulez savoir vraiment ce que j'en pense, je vous invite à regarder la vidéo de Gilbert Arenas dans son propre podcast. Et quand il dit That Glenn Rivers, do you know Glenn like I know Glenn? Il l'appelle pas Doc, il l'appelle Glenn tout du long. Et je vous invite à écouter le truc, comment il en parle. Alors, il se moque, il y a de la punchline, mais aussi derrière, il explique pourquoi il pense que c'est un très mauvais choix, quoi. Ce qui est fou quand même, c'est qu'on a appris aussi récemment qu'il était plus ou moins consultant informel de l'équipe depuis des semaines, des mois. T'imagines tout le scheme là, c'est un film où il mine le terrain pour préparer son comeback. Enfin, c'est un truc. Ouais, je sais pas. Non, mais avec tout ce que tu as dit, j'avais oublié. Du coup, ça m'a rappelé aussi le podcast entre Reddick et Jamal Crawford l'année dernière où ils se rendent compte juste après une intervention de Doc Rivers où ils se dédouanent encore de tout. Et il pète un câble, genre, mais attends, mais le gars, il était là avec nous ou pas? Enfin bon, on va voir l'équipe et l'équipe est talentueuse de toute façon. Est-ce qu'ils ont vraiment besoin de. Moi, j'aurais préféré voir un coach un peu, soit un nouveau visage, soit un coach un peu plus jeune, soit un coach avec plus des idées un peu plus marquées, je sais pas. On verra. Ouais, on verra à lui de nous donner tort, hein. Peut-être qu'on sera complètement planté, mais moi, c'est vrai qu'à première vue, je me dis que c'est quand même vraiment un mauvais move. Ou en tout cas, un move trop risqué. Enfin, je comprends pas. C'est pas que c'est un mauvais move, c'est que je comprends pas. Presque le plus triste, c'est que ça nous prive d'un très bon consultant, très divertissant. Je l'aime bien en consultant. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je le compare à Rudy Garcia quand il coachait l'OM. Quand il était consultant, je trouve que c'est un excellent consultant, mais quand il est coach d'une équipe professionnelle, il passe son temps à chercher les responsabilités ailleurs. Voilà. Il y a un très beau parallèle parce que pareil, Rudy Garcia, on ne comprend pas comment il a réussi à rebondir avec Naples chez le champion. Naples, voilà, pour parler de foot brièvement, chez le champion d'Italie en titre, qui est une équipe montante, et tu vas prendre Rudy Garcia et c'est Kata derrière. Enfin bref, c'est des agents, c'est des histoires d'agents. Là, c'est peut-être une histoire d'agent aussi. Il faudra qu'on enquête là-dessus. Allez, j'enchaîne sur une autre équipe dont on parle assez peu souvent, c'est les Atlanta Hawks. Question qui est envoyée par Maestro Svengali. Alors, restez avec moi parce que la question, il remet pas mal le contexte des Hawks, donc c'est un petit peu long, mais j'ai trouvé que la question était vraiment intéressante. Voilà ce que nous dit Maestro Svengali. Donc, les Pigeons d'Atlanta sont officiellement 10e de l'Est, mais ressentis 13e. Trae Young est à son 4e coach depuis sa draft, après Lloyd Pierce, Joe Prunty, Macmillan et Snyder. Atlanta est la 4e pire défense de la ligue. Ok, Trae Young est petit, mais quand même, il y a d'autres joueurs. Capella n'a pas 30 ans, mais semble déjà prêt à se retirer dans le comté de Vaud tellement... Pardon. Clint Capella n'a pas 30 ans, mais semble déjà prêt à se retirer dans le comté de Vaud tel Charlie Chaplin. Après tout, lui aussi, il était muet quand il jouait. En un an, Dejounte Murray est passé de créateur fort défenseur parfait pour épauler Trae Young à monnaie d'échange qui ne mérite visiblement qu'un retour vers des Spurs tankers qui, au passage, ont failli les taper en remontant à -30. Saddiq Bey parvient à être plus déprimant à Atlanta qu'à Détroit et la dynamique de carrière de DeAndre Hunter n'est pas tellement plus réjouissante. Ma question est donc, par quel chantier faut-il commencer pour faire remonter la cité perdue de l'Atlant triste? Les Hawks peuvent-ils encore sauver leur saison après 42 matchs? Ah, t'as le 10e ressenti 13e, il m'a tué. c'est trop ça, c'est vraiment, il y a des équipes, tu dis mais en fait c'est pas si grave. C'était comme les Bucks 2e, mais ressenti 4 peut-être, bref. Moi pour Atlanta, en fait ce qu'il aurait fallu changer, à la base je pensais vraiment qu'avec un coach comme Quinn Snyder, ça donnerait un peu plus de moelle à l'équipe. Voilà, en les citant, il a donné les joueurs, c'est quand même des joueurs intéressants, je veux dire. Trae Young, on a vu qu'il avait déjà emmené une équipe en finale de conférence, quel que soit le contexte, ça reste un beau joueur de basket. Capella, il a de l'expérience aussi. DeAndre Hunter, c'est un joueur polyvalent. Enfin, il y a plein d'atouts. Donc, j'arrive pas à comprendre. Est-ce que ça passe par le franchise player? Est-ce que c'est Trae Young qui peut pas être le franchise player de cette équipe, qui n'a pas envie de l'être? Je sais pas. On a vu que avec Nate McMillan, ça s'était pas bien terminé. Le coach fait office de fusible comme à chaque fois, et ça a été le cas là. Et pour l'instant, ça fonctionne pas non plus avec Quinn Snyder. Enfin, pas autant qu'on le pensait. Moi, je les voyais peut-être même top 5 à l'Est. Donc, j'ai pas de réponse. Est-ce que Dejounte Murray, l'association Murray-Young est pas assez organiquement fonctionnelle pour que pour qu'il soit performant? Est-ce qu'il faut trader Murray? J'ai l'impression qu'ils vont le trader, moi, mais bon, je sais pas. Et Trae Young, est-ce que c'est vraiment le franchise player qu'il faut pour cette équipe, pour une équipe en général? C'est aussi une question qui est en suspens. Pour sauver leur saison, je suis pas sûr qu'il y ait un move, mais en fait, je suis pas sûr qu'elle a besoin d'être sauvée dans le sens où de toute manière, ils sont
si les Hawks se plantent pas complètement, mais c'est effectivement une option à explorer, ils devraient quand même au moins faire le play-in. Les Nets vont essayer de faire le play-in. Il y a un écart encore faible entre les deux équipes, mais Brooklyn est vraiment pas dingue. Je pense qu'Atlanta, même avec ses dysfonctionnements, juste sur son talent, peut quand même au moins conserver sa place dans le play-in. Et du coup, je pense qu'ils peuvent reporter cette espèce de reconstruction, au moins attendre de voir qu'est-ce que ça donne la deuxième partie de saison, qu'est-ce que ça donne le play-in. Même avec Murray, je ne sais pas si je le transférerai tout de suite, mais effectivement, il y a des vraies rumeurs, donc peut-être que ça arrivera. Quand même lâcher 3 pics, c'est pas garanti du tout que tu récupères une valeur ne serait-ce que similaire ou même proche. Donc bon, à voir. Moi, si j'étais les Hawks, j'attendrais quand même au moins la fin de la saison pour réfléchir, pour voir ce que ça donne et pour réfléchir, est-ce que je veux garder Trae Young, comme tu as dit? De toute façon, tu n'as pas non plus 5 mecs il n'y a pas non plus 50 mecs qui peuvent te mener au titre. Donc d'avoir un franchise player comme Trae Young, c'est quand même un vrai atout. Je pense qu'il y a quand même moyen de construire une bonne équipe autour de lui. Là, le problème, c'est qu'il y a plein de jeunes qui ont pas explosé. DeAndre Hunter, il n'est pas au niveau attendu. Le seul intouchable, c'est Jalen Johnson. Mais t'imagines, si tu bouges les DeAndre Hunter, Clint Capella, je pense qu'Onyeka Okongwu, il n'a pas explosé, mais il y a encore du potentiel. Jalen Johnson, il y a un certain potentiel. Trae Young, il est fort. Bogdanovic, si tu arrives à le garder, ça peut être un atout quand tu as une équipe à peu près correcte. AJ Griffin, étonnamment, il joue pas du tout avec Quinn Snyder, mais je pense qu'il y a moyen de faire une espèce de refonte de cet effectif sans casser complètement l'idée et de se relever dans les années à venir tout doucement. Après, si effectivement tu décides que Trae Young, c'est pas ton franchise player, bah là, tu casses vraiment, tu transfères Trae Young cet été, tu transfères Dejounte Murray, tu prends plein de pics, tu attends un an, tu redonnes du temps de jeu à Brian Griffin, tu essayes de voir si Jalen Johnson, il peut être un peu la première option offensive de l'équipe et tu chopes un gros choix à la draft 2025 du coup. Ouais, et Quinn Snyder a déjà eu un projet un peu de transition avec Utah et il l'a mené, voilà, on a vu ce que ça a fait, ça a fonctionné. Donc peut-être que moi je continue de penser que lui c'est la bonne personne, mais la relation a l'air d'être correcte. En plus avec Trae Young, ils ont l'air de se respecter. Trae Young n'est pas aussi défiant qu'avec Macmillan. Ouais. Mais ouais, j'ai l'impression que ça va finir par une demande de trade de Trae Young. Je sais pas pourquoi. Il reste une deuxième partie de saison encore, enfin un peu moins qu'une moitié de saison. Peut-être qu'ils peuvent encore sauver leur saison et faire finir correctement, mais j'ai l'impression que ça va passer par un gros truc. Parce que cette équipe-là, avec ce noyau-là, c'est trop moyen et c'est trop anormalement moyen, en fait. C'est ça. Ah oui, je pense que sur le moyen terme, ils peuvent pas rester ensemble. Je dis juste là, peut-être la deuxième moitié, ils peuvent bouger qu'à la marge, mais oui, c'est sûr, à un moment, cet effectif, il fonctionne pas. Et Murray Young, ça ne fonctionne pas au final. Allez, j'enchaîne avec une autre question. J'en ai deux autour de Victor Wembanyama. Je vais commencer par la première qui nous est envoyée par Serge, qui nous demande question. Alors attention, il y a un petit préambule. C'est la question muscle ton jeu, Robert, façon Aimé Jacquet. Après les confrontations directes de Victor face à Embiid ou Giannis, est-ce que son futur passe forcément par le fait de s'épaissir pour pouvoir rivaliser face aux mastodontes de la raquette? Moi, je pense pas. Mais en fait, déjà, dans tous les cas, il va prendre du muscle. Et il a déjà pris du muscle. Et il résiste déjà mieux au contact. C'est un des secteurs dans lequel il a justement progressé depuis le début de la saison. C'est qu'il résiste mieux au contact et du coup, il provoque plus de fautes. J'ai pas la stat exacte, mais je pense qu'il tire 2-3 lancers francs de plus sur le mois de janvier par rapport à ses premiers mois. Il y a quelque chose qui se développe. Du muscle, il va continuer à en ajouter parce qu'on sait comment ça marche aux États-Unis quand même. Il suffit de voir l'évolution de Giannis. Par contre, j'aimerais pas le voir s'épaissir à ce point. Par exemple, le soir où Embiid met ses 70 points, il n'y a pas tant de points que ça marqués sur Wembanyama. Wembanyama n'est pas le joueur qui est amené à défendre sur ces gars-là. Il ne va pas se retrouver dans ce rôle-là. On l'a vu contre Holmgren, par exemple. Wembanyama, c'est Wembanyama qui a brutalisé physiquement Holmgren. Donc, moi, je pense qu'il va s'épaissir naturellement, déjà aussi en prenant de l'âge. C'est encore un jeune homme, il a que 20 ans. Il va s'épaissir au contact du staff. Mais j'en ferai pas un objectif majeur. Moi, son objectif majeur, c'est qu'il continue de bosser sur tous ces aspects du jeu qui le rendent si spécial. S'il devient à un moment, par exemple, là, il est très maladroit à 3 points. Le jour où Wembanyama, il est un joueur qui tourne à 35% à 3 points, bah, bon courage pour le reste de la ligue, quoi. Je suis entièrement d'accord avec toi. On a déjà vu. Ça servira à rien de chercher la gonflette à tout prix. C'est pas ça. C'est pas la nature de son jeu. Lui-même veut rester un athlète fluide, technique.
Puis il a quand même l'avantage de taille, il bougera pas, donc la taille sera toujours là et le reste, ça va venir naturellement. Il prendra certainement, comme tu disais, un peu de poids au fil des ans et son corps va devenir plus mature et va se stabiliser à un moment. Il y a pas de, je crois que c'est fini l'époque où il faut absolument, enfin surtout sur un profil aussi particulier que celui de Wembanyama, c'est fini l'époque où il faut absolument, ah non, s'il prend pas 15-20 kilos, c'est mort. Enfin, on a vu des mecs faire cette erreur-là en arrivant en NBA, mais je pense à Ben Simmons par exemple, qui avait, je sais pas combien il avait pris dans masse musculaire sur sa première intersaison et il n'avait pas pu jouer, il s'était blessé dans la foulée. Enfin, plein de trucs comme ça. Donc moi, je préfère être prudent et qui continue de travailler comme il le fait là. De toute façon, il y a pas, on voit bien qu'individuellement, il est très bien, il est très prêt. Psychologiquement, ça va aussi. Faut juste être patient en fait. Allez, Yes. deuxième question au sujet de Victor, toujours autour de son développement. Nelson qui nous demande, comme beaucoup, j'ai de grands espoirs pour Wembanyama. De votre côté, j'ai cru comprendre que vous pensez aussi qu'il parviendra à s'imposer dans le temps, mais pensez-vous qu'il y a des lacunes dans son jeu ou dans son approche du jeu qui pourraient l'empêcher d'atteindre son plein potentiel, ou du moins les attentes qui pèsent sur lui, en dehors des blessures, bien entendu? Tu vois des lacunes majeures, toi, Antoine? Faut des trucs. Là, pour l'instant, c'est de la sélection de tir. C'est Embiid qui disait ça à son sujet l'autre jour. Il va petit à petit trouver les zones dans lesquelles il est à l'aise, les rechercher, les trouver plus facilement. Mais sinon, je veux dire, il n'y a pas vraiment de. Enfin, c'est quoi les lacunes majeures de son jeu? Il n'y a pas. Il sait shooter, défendre. Il a une qualité de passe, même un peu sous-côté, qui va se développer avec le temps, je pense, parce qu'il a une bonne vision de jeu. Je veux dire, la palette, elle est. Puis mentalement, on va pas le redire, mais il est extrêmement intelligent, mature. Et en même temps, le côté, ce que tu disais avec Holmgren, il a le côté où il aime quand même, il aime la bagarre entre guillemets. Hein. Mhm. Il aime le défi, il veut prouver qu'il peut être le meilleur. Et je vois pas de lacune majeure comme on a pu l'avoir chez certains prospects. Tu vois, pas de shoot, il est pas ultra maladroit sur la ligne. Il y a des trucs où il va travailler, mais je vois pas d'énormes lacunes. Ouais, moi non plus, je vois pas de grosses lacunes. Le tir, c'est pas une lacune, hein, mais le tir, ça va être un aspect de sa progression. Comme j'ai dit, il prend quand même beaucoup de tirs à 3 points. Il peut pas rester à 29% toute sa carrière, quoi. Mais de toute façon, il ne restera pas à 29% toute sa carrière. Et oui, après, il y aura de l'évolution logique de apprendre à maîtriser ses super pouvoirs, ce qui est déjà en train d'être le cas, de comprendre dans quelle zone, en fait, là, si je veux marquer un panier, bah, chaque soir, je vais avoir 10 points qui seront forcément inscrits comme ça, parce que je sais que sur ce move, sur ce machin, ils n'arriveront pas à me stopper. Mais je vois pas vraiment de lacunes. Après, je pense que c'est un joueur qui aura besoin. C'est pas. Je dirais que. Comment essayer d'expliquer ça? Tu sais qu'il y aura quand même besoin d'un fort playmaker autour de lui. Quand je dis playmaker, je parle pas forcément de meneur gestionnaire. Je parle même pas d'un mec qui va lâcher 10 passes par match. Je dis juste qu'il lui faudra un arrière dynamique, que ce soit un meneur ou un arrière. Il faudra, je pense, un mec comme ça autour de Wembanyama. Je pense que ça sera quand même un espèce de prérequis pour vraiment que lui puisse encore atteindre un autre cap individuel. Je sais, c'est paradoxal, mais je pense qu'il faudra un mec comme ça à côté de lui. Mais non, je vois pas de lacune et surtout, comme tu l'as très bien souligné, son mental, en fait, c'est peut-être limite ce qui m'inspire le plus confiance, quoi. Ouais, C'est un mec qui a l'air taillé pour dominer, quoi. c'est ça. Allez, j'enchaîne avec une question de Phil, qui est plus une question inside à la rédaction. Voilà sa question. Souvent, quand j'écoute vos podcasts, je note une forte propension de votre part au consensus. On entend souvent « je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, je voudrais juste rajouter que, etc. » et jamais « non mais je suis pas du tout d'accord là ». Premièrement, ça fait du bien, la bienveillance que vous exprimez entre vous, dans un monde où on a l'impression que tout nous monte les uns contre les autres et où la nuance n'a pas beaucoup de place. Cependant, je me demande si parfois, entre vous, dans ce fameux groupe WhatsApp que vous évoquez, il y a des avis plus tranchés où vous n'êtes pas du tout d'accord. Perso, je suis un gars plutôt nuancé, mais quand mon pote Max me dit que Harden il est trop fort et qu'il va faire gagner les Rockets, les Nets, les Sixers, les Clippers, je pouffe et je lui dis qu'il raconte nimp et que le barbu va s'empaler sur le mur des playoffs comme depuis toujours. Bon, nous, on a personne avec des gens bien, on a personne qui pense qu'Arden est trop fort et va emmener une équipe. Oh non, mais il y a des trucs, mais c'est plus sur des petites fascinations qu'on a pour des joueurs, même si on sait qu'ils sont. C'est plus ça. Mais sinon, globalement, c'est vrai qu'on est plutôt d'accord sur les grandes lignes, quoi. Je trouve. Après, ça arrive qu'on soit pas d'accord sur certains points, tu vois? Il y a des fois, on le dit, ça arrive dans des CQFR ou dans des podcasts où les avis sont pas tout à fait les mêmes. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, je pense qu'on est des gens assez nuancés et de toute manière, dans la vie, il faut l'être. On le dit toujours, tout n'est pas tout noir ou tout blanc, donc tu peux pas. Enfin, Mm. c'est dur d'avoir un avis ultra tranché sur un truc. Et puis, qui on est pour être persuadé d'avoir raison sur quelque chose?
Ouais, puis bon, la culture des hot takes, on en voit beaucoup dans les. Moi, en plus, je dis ça, mais ça me fait rire de regarder Stephen A. Smith et compagnie. Je veux dire, ils en rajoutent 3 caisses, ils se réunissent avant parfois pour dire toi, tu vas défendre tel point de vue, même si c'est pas exactement ce que tu penses. Encore une fois, c'est Reddick qui disait ça de Kendrick Perkins. Parfois, Perkins, il pense même pas ce qu'il avance. Juste, il dit bon, bah tiens, c'est moi qui vais sortir la hot take aujourd'hui, et puis je vais en rajouter 3 caisses, et puis bah, parfois, ça fait des dérapages comme avec Jokic il y a pas si longtemps. Mais tu peux, genre, si on a un avis très tranché sur un truc, je pense qu'on le partage, ça arrive. Et il se trouve qu'on est souvent d'accord et parce que après ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, qu'on discute. On a une sensibilité similaire globalement. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on est ensemble depuis longtemps. Donc ça explique qu'il n'y ait pas de bataille rangée dans les. Et je dis ça, je ne critique pas des médias français ou autres qui axent plus là-dessus parce que c'est aussi peut-être leur personnalité et leur sensibilité d'être dans le débat très très fort. Voilà, et ça m'arrive, j'écoute des émissions de débat de sport où j'aime bien quand ils sont pas d'accord, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'on dit souvent, tiens, c'est vrai, tu as raison, ce que tu as dit. Je m'en aperçois aussi, hein, ne vous inquiétez pas. Il n'y a que quand on parle mal de Jimmy Butler qu'il y a des insultes qui fusent, de toute façon. Pour le reste, tout est très cordial. Allez, je reste sur le côté un peu inside. Une question de Nicolas, une deuxième question de Nicolas qui nous demande de quel portrait de joueur d'une saison en enfer vous sentez-vous le plus proche? Ouf. Le narrateur, moi, forcément, d'une certaine manière. Je pense qu'il y a. C'est un mix de plein de trucs. Après, moi c'est particulier parce que j'ai jamais été dans une équipe de basket à proprement parler, mais difficile. Je pense que y a un mix de plein de trucs, si tu veux, il y a un mix de plusieurs personnages. On peut se reconnaître dans chacun des persos, presque sur certains trucs où on reconnaît des potes, des coéquipiers. Un en particulier, je dirais celui qui est le moins fit physiquement, celui qui bouffe un peu trop. Parce que moi, je dis toujours, si j'ai pas percé au foot, c'est pas les mecs qui font les croisés, tu connais. Voilà, moi, c'est la malbouffe, tu connais. Tu vois. Les chips. Donc, à la limite, celui-là, peut-être. Ouais, moi, je dirais le narrateur. Ouais. C'est un peu logique, quelque part. Mais ouais. Peut-être des fois un peu le connard qui veut jouer meneur, mais moins maintenant. Théo, toi, t'en as? Il y en a un. Je vais répondre. Moi, j'aurais dit exactement comme Antoine. J'aurais dit le narrateur sur le côté mec qui se fixe des objectifs et qui déprime à l'idée de pas forcément pouvoir y parvenir. Et puis un peu sur les aspects sur le meneur. Ouais. C'est les deux. Je pense que c'est les deux que j'aurais choisi aussi. Ouais. Allez, autre question concernant les rivalités en ce moment, une question envoyée par Mika. Au cours des derniers jours se déroulait donc la Rivals Week dont tu parlais, Antoine, je crois que c'était jeudi. Mais dans la NBA actuelle, peut-on encore parler de rivalité? En effet, dans un premier temps, certains des matchs proposés sont loin de constituer des rivalités. Il y avait un Lakers-Clippers ou un Knicks-Nets qui ne font que partager une ville, mais sans qu'il y ait vraiment de grosses rivalités historiques entre les deux clubs. De plus, au vu de l'état d'esprit actuel de la Ligue et de l'entente des joueurs, mais aussi les changements constants des effectifs, est-il encore possible d'atteindre l'intensité sans nécessairement revenir au niveau de la violence de certaines rivalités passées comme Lakers-Celtics des 60s et des 80s, les Pistons des années 80 et 90 avec les Lakers, les Celtics, les Bulls ou le monde entier, les Bulls-Knicks des années 90, Knicks-Heat des années 90, Spurs-Lakers des années 2000, LeBron-Celtics, etc. Selon vos réponses, pourquoi est-ce que la NBA pense que ce marketing fonctionne réellement et pourquoi s'obstiner à pousser certaines formes de storytelling quand la saison actuelle est plutôt de bonne qualité et se suffit à elle-même? Ouais, mais je pense qu'on peut plus avoir les mêmes rivalités. Enfin, c'était violent. Mais c'était un autre modèle aussi. Là, maintenant, on a des stars qui s'associent. Avant, ce serait mentir de dire que les mecs étaient pas potes. Je veux dire, ils jouaient au golf ensemble, ils faisaient des fêtes ensemble aussi. Sauf qu'il y avait l'espèce de fierté d'avoir sa propre équipe et presque c'était un code d'honneur de pas s'associer avec d'autres stars, en tout cas pour la majorité. Et là, le fait qu'il y ait cette barrière-là qui a un peu sauté, je pense que ça a aussi joué. Ça joue aussi sur le fait que les rivalités soient plus rares, plus insipides. Enfin, la concurrence est plus insipide. Ça ne veut pas dire que le spectacle n'est pas bon. D'ailleurs, il le dit très bien. Tu le dis très bien dans la question. Parfois, le basket se suffit à lui-même et son narration, c'est aussi très bien.
Il peut encore y avoir des rivalités, mais je pense que ce sera jamais aussi. Déjà parce que la Ligue le décourage, l'encourage pas, ne serait-ce que dans les règlements. Dans le match, je veux dire, tu peux pas toiser un mec sur lequel tu viens de dunker, sinon tu prends une faute technique. La moindre petite altercation est tout de suite sanctionnée. Et je dis pas ça, je veux pas ériger le modèle des rivalités passées comme un truc fantastique qu'il faut absolument respecter. Moi, j'aimais bien cette époque-là parce que j'ai grandi dans les années 90 et 2000, mais moi, je pense pas que ce soit encore possible. Là, mettre la Rivals Week, ça peut être sympa parce qu'il y a une rivalité de fait entre Holmgren et Wembanyama, par exemple. Parce qu'il y a un parallèle, en tout cas, qui est évident. Ils sont à peu près de la même génération, ils se sont affrontés en jeunes. Ils incarnent un peu un modèle de joueur de l'avenir, du présent, de l'avenir, peu importe. Il y a ça, mais ça dépassera jamais les bornes, je pense, à part même avec les réseaux sociaux et tout, où tu peux un peu plus te lâcher. Je pense pas que ça en arrivera là où ça a pu arriver par le passé. Ouais. Oui, moi, pareil, je pense qu'on ne peut pas revenir sur. Il n'y aura peut-être plus de rivalité historique, ou en tout cas aussi marquée que celles qui ont été citées dans la question. Par contre, je pense qu'il peut y avoir des rivalités temporaires. Par exemple, je vais prendre l'exemple, il y a des équipes qui ne s'aiment pas quand même, en fait. Il y a quand même quelques groupes qui ne s'aiment pas. Je pense que les Suns et en tout cas, il y a un petit truc, il y avait un petit contentieux entre Doncic et Booker. Après, les effectifs ont encore évolué depuis. D'ailleurs, il y a eu une petite embrouille, Grant Williams, Kevin Durant, durant ce match avec Yusuf Nurkic. Il y a quand même quelques équipes qui ne s'aiment pas. Jamal Murray, les Nuggets, les Lakers, c'est pas l'équipe qui se regarde le plus dans les yeux. Jamal Murray, il a saoulé les Lakers depuis des années. Ça fait un moment maintenant. Il y a des petits trucs comme ça. Il y a des petits contentieux des fois, mais juste... Moi, je ne sais même pas si c'est une histoire de les stars qui avaient les codes, etc. C'est comme tu l'as très bien dit, en fait, les équipes, elles changent tellement. Les effectifs, avec la free agency, il y a beaucoup plus d'échanges et de mouvements de joueurs qu'à une époque. Ça devient presque dur de s'attacher à une équipe. Parce que déjà, non seulement ta superstar, maintenant, elle peut se barrer beaucoup plus facilement, mais même les effectifs autour de ta star, ils évoluent. C'est très rare des mecs qui restent 5 ans dans la même franchise, au-delà des stars. Ça me semble beaucoup plus rare qu'à une époque, et du coup, forcément, tu joues pas toujours les mêmes mecs. Si tu t'embrouilles avec un groupe des Wizards et que 2 ans après, le groupe des Wizards, c'est plus tout c'est plus du tout les mêmes mecs, ça te fait pas une certaine animosité, tu vois, quand tu les retrouves. Et pourtant, sur le Suns Mavs, là, il y a eu 7 fautes techniques. Il n'y a que Doncic qui était là sur les premières embrouilles, sinon c'est que des joueurs. Alors parfois, ça peut se transmettre un peu, j'imagine. Hein, ouais. Oui, mais c'est pour ça que je disais même sur Suns Mav, bon. Mais par contre, tu vois, il y a quand même un truc. Le Kings Warriors, c'est très temporaire, mais ils ont fait une super série de playoffs qui était très serrée. Et les 3 matchs qu'ils ont joués cette saison, 1 point d'écart à chaque fois. Ouais. Donc, il y a quand même il y a quelque chose, tu vois, il y a des petits trucs qui se créent. Après, je pense que ça peut pas continuer vraiment sur la durée. Après, pourquoi la NBA fait ça? Parce qu'on est dans une logique capitaliste où on crée de l'entertainment constamment. Ça revient sur les hot tech. On parlait de hot tech il y a quelques minutes. C'est ça, en fait. C'est juste toujours rajouter du superficiel, et c'est très américain comme procédé. On le reprend tous, et voilà, c'est une manière de vendre quelques affiches, d'essayer d'avoir encore plus d'audience. C'est toujours la logique du toujours plus, en fait. Et ça peut être agaçant, effectivement, par moment, mais apparemment, financièrement, ça doit marcher, tu vois. Donc, les gens continuent à aller dans cette logique. Et à côté de ça, Adam Silver, qui est quand même le patron, qui est censé donner la ligne directrice, il te dit que lui, il rêverait d'une NBA traitée médiatiquement juste par le prisme du sport et des analytics et de machin. Quelle ironie. Voilà, il voudrait une médiatisation plus intelligente, mais il décourage personne sur Twitter de... Et ils encouragent même. Ça, c'est vraiment... c'est l'hôpital qui se moque de la charité, quoi. Et d'ailleurs, il y a un autre truc sur cette semaine, je crois que c'est avec Théo, on en parlait dans le CQFR, mais donc, t'encourages les rivalités en mode tu veux jouer sur ce truc. Il y a Wembanyama et Holmgren qui se jouent, et tu sens qu'il y a une petite rivalité palpable entre les deux. Il y a un moment quand même, il y a toute une séquence qui a fait le tour de la toile. Il y a Wembanyama, donc Holmgren lui met un 3 points sur la tête de Wembanyama. Wembanyama le brutalise, lui dunk dessus. Il le regarde mal, vraiment, il le regarde mal derrière, genre je te provoque, je te chambre. Et derrière, il y a une espèce de faute offensive d'Holmgren où tu sens qu'il y a une petite volonté de ouais, tu crois que je suis qui. Et Wembanyama, il applaudit comme ça à deux mains quand la faute sifflée, pareil, provocation. Donc il y a un truc, la NBA, elle poste pas la vidéo. Ni celle du dunk, elle met pas le regard derrière. Elle veut pas jouer là-dessus. Donc elle veut son truc des rivalités, mais en côté très propre, très gentil, c'est de la rivalité, mais c'est que du basket. Mais non, mais dans ce cas, elle montre la vidéo, elle a tourné partout, tu vois. C'est des trucs comme ça, c'est qui me
y a des doubles discours, des contradictions, mais bon, c'est comme ça, hein, on vit avec. Allez, il nous reste 2 dernières questions, on finira là-dessus, pour cette semaine, même si, on n'aura pas pu, tout poser. Question de SGA MVP qui nous dit, s'être mis à suivre l'Euroleague et du coup, il se demande quel est l'écart réel entre l'Euroleague et la NBA. Par exemple, si avec les règles FIBA, Détroit affrontait le Real Madrid, vrai leader de la compétition reine, que penseriez-vous que serait le résultat? Et si on remplaçait Détroit par Boston ou Denver, par exemple? Et il enchaîne en demandant quels pourraient être les stats de Nikola Jokic s'il jouait encore en Euroleague, et à l'inverse, quelles pourraient être celles de Tornike Shengelia s'il jouait en NBA aujourd'hui. Donc c'est plusieurs niveaux dans cette question. Je propose de commencer sur le début, la différence de niveau, d'écart réel entre la NBA et l'Euroleague. Avant que j'oublie, Shengelia, il a joué en NBA déjà, il n'a pas réussi à faire sa place, hein, pour. Mais les Pistons d'aujourd'hui, actuellement, surtout vu la vibe autour de l'équipe, s'ils jouent contre le Real avec les règles FIBA, j'ai presque envie de dire que le Real est favori, hein. Enfin, Oui. On est d'accord. C'est sûr, je pense qu'il gagne. Que le Real gagnerait une série contre les Pistons sur des règles FIBA. Voilà, je pense aussi. Après, sur la majeure partie des équipes, quand même. Pas dire que les joueurs des Pistons sont moins forts individuellement, hein, c'est pas du tout ça que je veux dire. Hein. C'est pas du tout le même basket en fait. Bon, pardon, je te jette, excuse-moi. Non, pas de souci. Non, mais je suis d'accord avec toi. Collectivement, le Real prendrait le dessus, surtout avec les règles FIBA. C'est quand même un paramètre important. Après, il demandait pour Boston. Non, là, par contre, je pense que là, le niveau d'individualité, en plus du niveau collectif, il est quand même supérieur. Et même avec les règles FIBA, sur une série, ils arriveraient quand même à s'en sortir, je pense. Moi, je pense que la NBA est toujours la meilleure ligue du monde et c'est toujours la ligue où il y a les meilleures individualités du monde. En fait, les joueurs NBA sont quand même les plus forts. C'est difficile de comparer parce que j'ai l'impression que c'est quand même deux baskets différents. Alors, je suis pas assez, je le reconnais. D'ailleurs, je le regrette. Je suis pas assez l'Euroleague, mais quand même, j'ai quand même quelques notions, j'ai quand même quelques bases de basket FIBA. Le sport est Ouais, on l'a dit, les règles, c'est trop différent, ça inspire à jouer de manière complètement différente. C'est pour ça aussi qu'il y a des mecs comme Doncic ou Jokic qui disent que c'est plus difficile de marquer des points en Europe qu'en NBA. Du coup, la comparaison, bah oui, je pense que le Real, avec des règles FIBA, oui, ça tape les Pistons et ça tape même sans doute aussi les Wizards, les Hornets. Après, il y a des différences financières aussi. Hein. Il y aurait un truc intéressant, c'est de se dire si le Real Madrid était en NBA avec un budget NBA, de voir comment ça se passerait. Mais du coup, ça serait un tout autre basket et ils prendraient des recrues, etc. Après, je pense que quand même les meilleurs joueurs du monde, tu les trouves en NBA pour la très large majorité. Ouais, c'est ça. Et il y avait la question du coup sur les stats, que ferait Jokic en Euroleague. Je pense qu'il ferait un carnage aussi, comme là surtout les joueurs qui sont déjà passés par l'Europe. Enfin, tu prends Doncic, on a vu, il dominait déjà l'Euroleague très jeune. Jokic dominerait parce qu'il a en plus la sensibilité, il connaît le jeu européen. Donc, un Américain, une superstar américaine mettrait peut-être un peu plus de temps, mais finirait par. Ça dépend lesquels en plus. Ça dépend lesquels. Il y en a qui marcheraient très très bien. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais voilà, la question portait sur Jokic et je sais plus qui d'autre. Ah oui, sur Shengelia à l'inverse. Peut-être que Shengelia n'a pas percé en NBA. Peut-être que dans une équipe avec un profil plus européen, peut-être qui est en NBA, il arriverait à s'imposer. C'est un bon joueur de basket, on le voit bien en Euroleague 1. Mais bon, voilà. Au final, pareil que pour la réponse précédente. En fait, comme les baskets sont différents, regarde, Micic et Vezenkov, on sait que c'est tous les deux très bons joueurs de basket. Et pourtant, ils n'ont pas forcément ils ont évidemment pas le même succès en NBA. Après, c'est aussi une question d'opportunité, comme tu as dit, de style de jeu, etc. Dans d'autres équipes, ça peut mieux marcher, ces gars-là. Mais c'est difficile. C'est pas parce qu'un gars brille en Europe qu'il va forcément briller en NBA. Ça pourrait être vice-versa, mais je pense qu'un talent comme Jokic, en fait, les joueurs, c'est tellement fort, ils domineraient l'Euroleague, mais ce serait absolument insane. Et ça marcherait pour toutes les stars, hein, je pense, hein, pour toutes les grandes superstars de la NBA. Hein, elles domineraient l'Euroleague de manière complètement folle. Ouais, je partage votre avis à tous les deux, comme quoi on est vraiment tout le temps dans le consensus. Allez, dernière question envoyée par Romain. De quel joueur aviez-vous pensé qu'il deviendrait un excellent joueur, mais est finalement devenu un joueur moyen, voire médiocre? Il parle de joueurs NBA. Ouais, il y en a un paquet, mais... Moi, je suis célèbre au sein de la rédaction pour avoir défendu contre Vents et Marées Franck Nilikina.
pendant des années. Je pensais vraiment qu'il percerait en NBA, ne serait-ce que même comme spécialiste défensif, comme joueur au moins correct. Et malheureusement, c'est pas terminé. Il est encore à Charlotte, mais c'est bon. On va pas se cacher que ça a été compliqué. Je sais plus quel tweet, j'avais vu le tweet un mec qui disait ça y est, on est en année 7 de Frank Ntilikina NBA, il est enfin dans la rotation d'une équipe. Bon, il revenait de blessure, hein, mais ouais, Ntilikina, j'insistais assez lourdement en disant qu'il allait y arriver, que c'était juste un problème lié aux Knicks qui changeait de coach, de dirigeant, de tout non-stop. Et ouais, voilà, je vais dire Ntilikina. Je ne renonce pas encore totalement, j'ai pas vendu toutes mes parts sur la Ntilikina Island, mais bon, voilà, je suis prêt à concéder qu'il ne sera probablement pas la star que j'espérais. Moi, j'ai pas de nom qui me viennent en tête, mais pourtant, je suis sûr qu'il y en a vraiment un paquet. C'est juste, je vais m'en souvenir si je me mets à parler d'un mec en question dans une discussion, mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Après, Ntilikina, pareil, hein, Ntilikina, je pensais qu'il allait s'imposer en NBA. Personnellement, je le voyais bien quand même faire une carrière. Après, c'était pas un mec que je voyais comme un super joueur non plus. Je sais pas, pour sa question de mec où je me suis dit, ah, vraiment, lui, il va devenir une star, et au final, c'est devenu un joueur moyen. Là, comme ça, j'ai pas forcément un mec qui me vient en tête. On verra. Je crois en Devin Vassell. On verra si ça devient vraiment All-Star ou pas, par exemple. Lui, je pense Il que n'a pas dit All-Star, hein. Il demandait un excellent joueur. Ok. Parce que lui, ça pourrait être intéressant. J'ai l'impression, tu vois, je l'aime bien. Je sens qu'il est fort, mais je suis pas sûr qu'on sache réellement en fait si ce dont il est capable en NBA. Genre, j'arrive à me dire qu'un jour, ça sera une forme de Chris Middleton dans une équipe, mais on verra. Peut-être qu'au final, il sera loin du compte. Moi, j'en ai un autre auquel je viens de penser parce que je crois que j'en avais déjà parlé dans une des questions qu'on nous avait posées, mais je pensais que Jabari Parker, il ferait une carrière quand même. C'est ce que j'allais dire. Ah Moi, oui. c'est celui dont j'allais te parler, Charlie. Ah ouais, parce que je l'avais déjà raconté, mais je l'avais vu à Washington, je l'avais vu dans un camp spécialement pour les ailiers, un camp Kevin Durant et tout. Et il était tellement au-dessus, il était tellement facile. Il arrivait, je crois qu'il arrivait à Duke. C'était avant qu'il arrive à Duke, je crois, juste avant qu'il avait peut-être déjà signé sa promesse de. Ici à Chicago, il était trop fort. Non, mais même, voilà, je l'ai vraiment vu de près. Il était tellement physiquement prêt, techniquement, c'était fort. Enfin, voilà. Et du coup, je pensais qu'il aurait une carrière de All-Star, ne serait-ce que de All-Star, ce qui est déjà une belle carrière. Et non, ça n'a pas du tout fonctionné. Et puis, il est en Europe, ce qui n'est pas forcément un échec. Mais quand tu as un numéro 2 de draft, je pense que c'est quand même un échec. Et à cet âge-là, en plus, il est à 30 ans. Lui, je pensais vraiment qu'il serait All-Star. Lui aussi, j'y croyais. Moi aussi, j'y croyais en Jabari Parker. Il est eu moins de votes pour être dans le 5 majeur du All-Star Game que Thanasis Antetokounmpo. C'est triste. Allez, on va se laisser là-dessus. Merci encore pour les questions. N'hésitez pas à en envoyer pour la semaine prochaine si on n'a pas eu le temps et l'occasion de poser celles que vous aviez envoyées cette semaine. Je rappelle l'adresse avant que tu fasses la conclusion, Antoine. Donc, c'est cqfr.rivers@gmail.com. Ouais, bah écoute, merci à tous. Hein. C'était encore une fois un plaisir. Ce format est très sympathique. Il change pour nous, évidemment. Merci d'avoir exposé nos lacunes sur les Williams de l'NBA. Voilà. On a du boulot. Mais c'est marrant ça. Mais de toute façon, il faut qu'on fasse un jour le jeu de TNT de Shaq et Barkley. Et pour savoir quel joueur joue dans quelle équipe, on risque d'être. Ouais, je me rends compte que. Je sais pas pour toi, mais je me rends compte que je suis beaucoup plus mauvais que ce que je pensais. Ouais, je pensais que je serais plus ou moins correct. En fait, c'est pas sûr. Il y a moyen que je sois très mauvais. Donc bon, voilà, n'hésitez pas à envoyer quelques pièges comme ça. Et ben, passez tous un bon week-end et on se retrouve lundi pour un nouveau CQFR. Et comme d'hab sur la chaîne, Moop Deep, Hoop Culture, vous pouvez retrouver tous ces contenus-là pendant le week-end. Et d'ici là, lundi. Ciao à tous. À lundi.